Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Avec le temps, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités. Une de ces personnalités est l'auteur Anne Robillard, qui a écrit notamment la saga des Chevaliers d'Émeraude, ainsi que celle de Ange et des héritiers d'Enkidièvre. Maintenant, à travers l'histoire de Fantastica, nous avons eu la chance de nous entretenir à multiples reprises avec Anne Robillard, mais aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière entrevue que nous avons faite avec elle, une entrevue qui avait été diffusée en 2 parties, que j'ai jumelée ici aujourd'hui pour vous la diffuser dans son intégralité. C'est une entrevue que j'avais réalisée avec l'écrivaine québécoise en 2020. J'ai rencontré cet artiste en 2003 et c'était une de mes premières, entre guillemets, célébrités que j'ai interviewées à l'époque de Fantastica, l'émission radio, dans le temps qu'on était à 6103e. Et je me suis dit, pour la 75e émission de Fantastica, il faut faire quelque chose de spécial. Et là, tout de suite, la première idée qui m'est venue en tête, c'est de dire, j'ai pas le choix, il faut que j'appelle Anne Robillard puis que je fasse une entrevue téléphonique avec elle. Anne, bonjour. Bonjour Christophe, comment ça va? Ça va bien et toi? Fantastique. Hey, incroyable, ça fait, mon Dieu, est-ce qu'on peut le dire, 17 ans qu'on se connaît? Eh oui, certain qu'on peut le dire. Comme quoi ça va vite le temps, hein? On le voit pas passer. Oui, c'est vrai que ça va vite. Pensais-tu que tu serais, il y a 17 ans de cela, rendu là où tu es aujourd'hui? Pas du tout. En fait, il y a 17 ans, je savais même pas si ça allait fonctionner. Moi, j'aimais ce que je faisais. Je savais pas que les autres aimeraient aussi ce que je faisais. Et non, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Moi, aujourd'hui, je m'étais dit, sais-tu quoi, on va comme tourner la boucle. Anne Robillard, c'est une personne qui a écrit 76 livres en 18 ans de carrière. Comme je m'amuse à dire souvent, puis je te le disais tantôt avant qu'on se parle en ondes, je te disais, t'es pour moi la Stephen King du Québec. Pas à cause des types de produits que tu offres, mais à cause de la quantité de livres que tu écris à tous les ans. Parce que moi, j'ai calculé à peu près une moyenne de 4 livres par année. Est-ce que je suis pas mal dedans? Pas mal ça. Il y a eu des années où il y en avait 2, puis l'autre année d'après, il y en avait 6, là, mais la moyenne est bonne. Comment qu'on fait pour écrire autant de livres que ça dans une année? Parce que ça doit demander comment je pourrais dire... Tu dois être vraiment très strict avec ta façon de travailler. Je suis une personne super disciplinée. J'ai l'air flyée, mais je suis très disciplinée. Et c'est un besoin comme on a de manger, de dormir. Moi, il faut que j'écrive tous les jours. Alors, quand tu fais ça tous les jours, oui, c'est possible de pouvoir faire plusieurs romans. Il faut aussi être inspiré, là, je veux bien croire. Mais avec la discipline, on peut tout faire. On va revenir en arrière. À l'époque que Anne Robillard vient au monde, Anne Robillard, c'est... D'abord, pour commencer, tu es venue au monde dans le domaine artistique. Oui,
J'avais un papa qui était comédien et une maman qui était professeur de ballet. Et le papa, dis-moi si je me trompe pas, mais il y avait un lien très direct avec Passepartout dans les années 70 et 80. Oui, c'était la voix de Grand-Papa Bi. Grand-Papa Bi. Moi, ça m'a fait rire quand on avait parlé de ça la première fois il y a quelques années parce que c'était quelque chose que je savais pas. Puis tu me disais, ouais, mon père, c'était Grand-Papa Bi. Puis j'ai jamais écouté Passepartout. Moi, j'écoutais ce qu'il y avait avant Passepartout, qui était la Minute et quart à Gérard à l'époque. Et après ça, Passepartout commençait. Alors, j'ai connu Passepartout grâce à Gérard D. Laflaque. Ça paraît drôle à dire. Et ça m'a fait rire de savoir que justement Grand-Papa Bi était ton père. Donc, ta mère était professeure de ballet, si je me trompe pas. Oui, elle a commencé par être ballerine. OK. Quand elle s'est mariée puis qu'elle est tombée enceinte de moi, à ce moment-là, elle a dit, bon, faut que je reste plus à la maison, j'ai un petit bébé. Donc, elle a enseigné le ballet. Okay. Elle n'a jamais arrêté jusqu'à ses 60 ans. Puis ton père était acteur. Donc, à ce moment-là, tu es venu au monde dans un monde d'artistes. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé ta façon de voir le milieu plus tu t'es rapproché de ton rêve de devenir écrivain? En fait, ça a été plutôt le contraire. Parce que, tu sais, je voyais mon père qui avait des hauts et des bas. Et je me disais, moi, je veux pas vivre comme ça. Tu sais, j'ai développé mon talent quand même, là, mais je voulais vivre avec plus de sécurité. Je suis vraiment une personne insécure. Okay. Et c'est comme ça que je suis devenue secrétaire juridique, j'avais un salaire, tu sais, et j'écrivais quand même. Où ça m'a aidé dans un milieu artistique, c'est que j'étais pas jugée. C'est pour ce que je faisais. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui ont essayé d'écrire puis qui se sont fait dire par leur famille, mais on doit arrêter donc ces niaiseries-là, tu sais. Mais moi, chez moi, c'était qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui? À quoi tu as pensé? Qu'est-ce que tu as imaginé? Tu sais, c'était encouragé. Okay. C'est plus dans ce sens-là. Mais j'ai vécu, moi, les insécurités financières d'avoir des parents qui étaient dans le milieu artistique. Puis c'est la raison pourquoi je me demandais, est-ce que ça t'a influencé plus tard? Tu sais, à un moment donné, je savais qu'avant de dire, OK, je me tire dans ce milieu-là à 200 000 à l'heure, je savais que tu avais un travail, tu avais des rémunérations stables pour justement garantir que... je mangeais puis j'avais un toit. Exactement. Ouais. On a une petite sœur, je crois. Oui. OK. Est-ce que l'évolution de ce rêve de devenir écrivain a influencé ou la petite sœur, ou est-ce que la petite sœur s'est approchée de la grande sœur puis dire, hey, moi, je veux participer à tous ces rêves-là? Non, j'ai plutôt cassé le bras de la petite sœur. Mais ce qui est arrivé, Claudia, elle a 10 ans de moins que moi. Okay. Donc, au moment où j'écrivais Les Chevaliers, elle était beaucoup plus jeune. Même avant ça, j'ai écrit d'autres séries avant Les Chevaliers. C'était ma première lectrice. Ça a toujours été ma première lectrice. Okay. Depuis le début. Et éventuellement, elle était secrétaire de direction, elle, chez Québécois. Après ça, elle a été chez Toyota. Puis, j'aurais besoin de toi, tu sais, pour travailler dans mes choses. Puis, elle est super informatique. Tu sais. Je pense que j'ai pas eu ce gène-là, c'est elle qui l'a eu. Et j'ai réussi à l'arracher à son travail comme genre 2 jours par semaine au début. Puis là, j'en mettais tellement, tu sais, comment j'écris, hein? Mm-hmm. J'en mettais tellement épais qu'elle a fini par lâcher ça puis s'occuper juste de moi. Mais non, ça l'a pris beaucoup de charme de ma part. Mais j'adore travailler avec ma sœur. Oui, de toute façon, en plus, c'est plaisant parce que comme c'est la famille, c'est plus sécuritaire normalement que de travailler avec des gens que tu connais pas. Oui, puis tu peux leur dire ce que tu penses. Oui, puis eux autres peuvent faire la même chose avec toi. Oui, exactement. Ouais. Il y a une belle relation. On est vraiment différentes. Là. C'est le jour et la nuit, puis c'est ça qui, je pense, qui fait une belle chimie. Au niveau de ton étude, à partir de quel âge tu as dit à un moment donné, OK, le métier d'auteur, d'écrivain m'intéresse? Je pense que j'avais 6 ans. OK, mon Dieu, ça a commencé de bonne heure? Ah oui, ça a commencé, c'est moi qui racontais les histoires, parce que je suis la plus vieille chez nous. Mm-hmm. Et j'inventais au fur et à mesure. C'était des histoires nounounes, là, de chauves-souris, puis de chiens intelligents, puis de chats qui s'étaient perdus. Puis, à un moment donné, mes sœurs, mon frère, ils me disaient, raconte-moi celle que tu as racontée, le mois passé sur telle affaire. Je m'en souvenais plus. Fait que j'ai commencé à les écrire. Et j'ai jamais arrêté d'écrire à partir de là. Okay. Et de devenir vraiment écrivain, je dirais que c'était au cégep. J'écrivais déjà beaucoup, j'avais des classeurs pleins. Puis quand j'ai lu Tolkien, j'ai vu, hey, il écrit le même genre de fantaisie que moi, puis il est publié, lui. Fait que mon rêve de devenir publié a commencé là. Ça
Ça a été long, par exemple, mais il a commencé là. Puis on parle de quelle année à peu près? J'avais 17 ans. 16-17 ans. OK. Donc, on parle des années 70, 80? Ah, je suis pas bonne en chiffres. Je suis vraiment juste bonne en écriture. mettons qu'on dirait, sans donner ton âge, j'irais dans le milieu des années 70. OK. Oh, tu peux dire mon âge, je l'ai accepté. Oui, à un moment donné, on n'a pas le choix. Même si on veut l'éviter, on n'a pas le choix. Une fois qu'on a fini les études, quand on s'est ramassé à l'université, est-ce qu'on a, à ce moment-là, on s'est pitché dans le domaine littéraire ou on a décidé d'aller dans une autre branche en gardant quand même peut-être l'idée de devenir auteur? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça et ça n'a pas été mon choix. C'est que mes parents se sont séparés. Et à ce moment-là, j'étais à l'université en droit. J'ai toujours aimé le droit puis ce domaine-là. Et là, mon père dit, bon, on va à la maison, les enfants. Okay. J'ai arrêté mes études en droit et j'ai commencé à travailler comme secrétaire juridique. J'aimais assez ça pour travailler dans le domaine. Et à partir de là, je me suis placée et j'ai commencé l'université par les soirs. Et là, je suis allée en français et en traduction. Parce que j'aimais vraiment. Et ça m'a pris, écoute, je pense que j'ai un record, ça m'a pris 24 ans pour avoir mon bac. Parce que, tu travailles 9 à 5. Puis moi, j'aimais ça avoir des bonnes notes. Je suis une espèce de folle, là, que j'aime ça avoir des bonnes notes, en compétition avec moi-même tout le temps. Fait que je prenais 1 ou 2 cours seulement par session pour avoir des A et des B. OK. Fait que je les ai eus. Et j'ai eu mon diplôme. Et tu as eu ton diplôme finalement. Et avais-tu déjà commencé à écrire à ce moment-là, quand tu as eu ton diplôme? Non. J'ai jamais écrit. Okay. J'ai jamais arrêté d'écrire. Non. Dans tout ça, là, depuis 6 ans. Ce que j'ai fait, à partir du moment où j'étais au bureau, je commençais à travailler au bureau, j'avais 20 ans. J'ai envoyé beaucoup de manuscrits. Mais le fantastique n'était pas arrivé encore au Québec. Alors, je me faisais souvent dire, hey, c'est une bonne histoire, mais on n'a aucune collection pour ça. Mais je n'écrivais un autre. Je le foutais dans le classeur et je n'écrivais un autre, parce que moi, il fallait que je continue d'écrire. Tu sais, les requins ne peuvent pas arrêter de nager, là. Ouais. Ben, je suis dans ce paquet-là. Fait que j'écrivais un autre, puis je l'envoyais. Puis jusqu'au Chevalier d'Émeraude. Fait que pendant quasiment 25-26 ans, je m'envoyais des manuscrits. Et c'est quand même drôle parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas Lord of the Rings de Tolkien qui a amené l'ouverture à ta carrière dans le domaine fantasy au niveau de l'écriture face aux maisons d'édition. Mais c'est un petit magicien adolescent qui a ouvert des portes incroyables en 2001, probablement plus. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être plus le film qui a développé ce marché-là que les livres comme tels, parce que j'ai l'impression que les livres ont déclenché après la sortie du film. Je me trompe-tu? Moi, il me semble. Écoute, les livres, mes amis anglophones, secrétaires anglophones que je connaissais là, quand je travaillais, les enfants les lisaient déjà, c'était pas encore populaire. Mm-hmm. Ils étaient déjà sortis. Mais je pense pas que ça soit les films. Je pense que vraiment à partir du livre, ça a éclaté avec le livre. Et moi, j'avais déjà ciblé une vingtaine de personnes à qui j'avais envoyé le tome 1 et 2 des Chevaliers d'Émeraude que j'ai écrit en 2000-2001. Okay. Pour leur dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et tout le monde, tu sais, homme, enfant, tel âge, tel métier, tu sais, des scientifiques, des pas scientifiques, tout le monde aimait ça. Fait que je me suis dit, ça va être bon. Mais j'ai envoyé une couple de places qui disaient, mais il n'y a pas de fantastique. Et là, Harry Potter arrive, et là, tu sais, c'est la folie, là, tu sais, c'est vendu des millions de livres. Là, les éditeurs ont commencé à me rappeler, par exemple. On me disait, t'écris dans ce genre-là, hein, toi, n'est-ce pas? Ouais. Fait que c'est comme ça. Moi, j'étais prête, là, écoute, à hypothéquer ma maison pour le sortir moi-même. Fait que c'est les maisons d'édition qui m'ont appelé et pas le contraire. Et donc, à ce moment-là, t'écris ton premier livre officiel, qui est Les Chevaliers d'Émeraude, qui est sorti en 2002, je crois? Le 15 octobre 2002. 15 octobre 2002. Et à ce moment-là, est-ce que ça a été un succès instantané ou ça a pris un certain temps? Non? Ça a pris un certain temps. OK. En fait, tu sais, je veux pas jeter le blâme, mais j'avais un éditeur qui faisait pas de publicité. C'était pas dans ses pratiques. Alors, tu le sais toi-même, tu m'as déjà vu, je me suis fait faire une armure de chevalier. Oui.
pour me démarquer, parce que tu arrives dans un salon du livre, il y en a-tu des auteurs? Uh-huh. Fait que pour me faire connaître, j'ai porté l'armure pendant les 5 jours des salons du livre. Je sentais le char neuf. Et j'ai fait toutes les écoles. Écoute, je regardais, là, je passais dans mes anciens agendas. Je regardais tout ce que j'ai fait, c'est complètement fou. Là. Tu sais, je faisais une centaine et plus de bibliothèques, de librairies, tu sais, de conférences par année, les premières années, pour me faire connaître. Mm-hmm. Mais il y a une loi que j'ai découverte dans l'écriture, c'est le fameux tome 4. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, cette loi-là, mais la minute que le tome 4 sort dans une série, je ne sais pas ce qui se passe, ça déboule. C'est comme la magie opère. C'est comme ils se disent, écoute, si ça t'a fait pendant 3 éditions puis qu'ils en font une 4e, c'est parce que ça doit être bon quelque part. Probablement. Mais c'est toujours là. Écoute, j'en ai fait des séries, là, tu le sais comment j'en ai fait des séries. C'est toujours le 4. Ça a été la princesse rebelle qui, écoute, du jour au lendemain, là, pouf, tout le monde connaissait Chevalier. Et là, au début, je faisais tout seul. Tu sais, j'étais installée puis je répondais à mes courriels, mais j'en avais 10 par jour. Ouais. C'est les fans, puis on s'est fait toute une autre en partant un site Internet. Je connaissais pas ça, j'avais pas le droit d'y toucher. Puis ma soeur, elle m'envoyait tout ce qu'elle recevait comme message, j'y répondais. Et là, à partir de la princesse rebelle, il a fallu que j'embauche quelqu'un, parce que là, c'était 100 par jour. Et j'étais plus capable d'écrire et de répondre, là. Fait que j'ai quelqu'un que je connaissais qui me connaissait suffisamment pour répondre au courriel aussi. Puis quand t'étais mal pris, elle me demandait qu'est-ce que je fais avec celui-là, tu sais. Oui, bien là, à un moment donné, c'est ça, tu as besoin d'aide parce que là, faut répondre à tout le monde. Oui, il y en a que je réponds personnellement parce que c'est trop compliqué, puis il y en a que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Fait que ton adjointe a fini par le savoir. Là, j'ai une adjointe depuis 10 ans. Fait qu'elle sait quoi dire, puis quand elle sait pas, elle vient me voir. Donc, on est quoi, 1 an et demi à peu près après la sortie de ton premier livre, quand que là, soudainement, ça fait un gros boom? Oui. Et pour le fun, juste pour revenir en arrière, quand tu as créé les Chevaliers d'Émeraude, c'était quoi la base de l'idée pour créer les Chevaliers d'Émeraude? C'est un rêve. Écoute, es-tu ce genre d'artiste qui va faire ses œuvres et ses créations en partant de ses rêves la majorité du temps? La majorité du temps, oui. J'ai des nuits très compliquées. C'est sûr que j'écrirai pas tout ce que je rêve. Il y a des affaires épouvantables, là. Mais une fois de temps en temps, surtout dans l'an 2000, l'an 2001, là, c'était des années fantastiques. Je sais pas qui m'envoie ça. Je sais pas d'où ça vient. Il y a déjà un petit garçon qui me dit moi je le sais, c'est parce que ça existe pour le vrai, ce monde-là, puis il t'envoie tout comment il a vécu par télépathie. Écoute, je me prépare à te dire c'est pas vrai. Je le sais pas. Ben, tu connais l'hypothèse des multidimensions? Oui, aussi. Voilà. Oui. T'as quelqu'un d'une autre dimension. Là, notre Terre, elle a évolué d'une autre manière dans cette dimension-là, et puis il t'envoie des messages, et ce n'est que toi qui peux les attraper. Ben, je suis sûre qu'il n'y a pas juste moi. Je suis sûre qu'on est beaucoup sur la planète qui a des antennes. On a des antennes qui sont toujours en fonction, là. J'ai attrapé ça quelque part, et où moi, ça m'a servi, c'est que j'écoute et j'utilise. C'est quand je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, j'ai tout écrit ce que je venais de voir, les noms que j'avais entendus, qu'est-ce qui s'était passé, puis je n'étais même pas supposée l'écrire, là. C'est Claudia qui me dit, j'ai raconté le lendemain, je dis, regarde, écoute bien ce que j'ai rêvé, elle dit, écris-moi ça, je dis, tu folle, c'est 40 ans de guerre. Tu sais, j'étais pas connue, là, je suis pas connue avec une série de 12 livres, là, tu sais. Elle dit, écris-les quand même, on verra. Elle a-tu bien fait? Oui, effectivement. Et là, j'ai commencé, écoute bien, j'ai écrit les 7 premiers cette année-là. OK, donc, en réalité... De 2000 à 2001. Quand tu les as sortis, ils étaient déjà écrits. Oui. Donc, ce que tu as fait, finalement, c'est juste revisionner tes textes puis retravailler un peu. Puis retravailler les textes, oui. Puis après ça, après le 7e, il a fallu que je continue, là. Parce que j'ai arrêté là, il fallait que je revienne dans les premiers. Mais c'est déjà prêt. Et là, t'as ta maison d'édition qui a commencé à les publier. J'ai pas une maison d'édition. Ça, tout le monde pense que c'est ça, mais c'est pas vrai. Okay. Quand on a une maison d'édition comme Brian, il y en a une aussi, le Brian Perrault, il faut que tu publies 4 ou 5 auteurs par année, en plus de 50% de ce que toi tu fais. Comprends-tu que ça faisait pas mon bonheur, le 50%? Non, ça c'est sûr. C'est que je me publie à compte d'auteur. La première série des Chevaliers d'Émeraude, je l'ai faite avec De Mortagne. Jusqu'en 2008.
J'ai fait un petit bout avec Michel Brûlé pour Ange. J'ai repris les droits de Ange. Je suis avec Guy Saint-Jean pour les ailes d'Alexandre. Mais tout le reste, 50 quelques volumes, on les a fait nous-mêmes, Claudia et moi. Okay. On s'est dit une journée, on va aller, après les Chevaliers, on était rendus aux héritiers. Je disais à Claudia, on le fait-tu nous autres mêmes? Parce que, tu sais, dans le fond, l'auteur, il reçoit pas grand-chose. Mm-hmm. Tu sais, tu reçois 10 de ton œuvre. Là. Ouais. Fait que je disais à Claudia, il y a un petit cours, elle m'en a parlé, qui était à Waterloo à cette époque-là. Un cours pour devenir, tu sais, une fin de semaine, là, un séminaire pour devenir éditeur. Elle travaillait déjà chez Québécois, hein. Fait qu'on a dit, on va y aller. On a fait le petit cours, puis on s'est dit, on est capable de faire ça. Il faut que tu trouves les bons intervenants. C'est vraiment, il faut que tu trouves des gens compétents pour travailler avec toi. Puis on a commencé là, puis on n'a jamais arrêté. C'est un métier extraordinaire. Je dirais que c'est plus elle qui est éditrice, là. Mm-hmm. Moi, je ponds les livres, puis elle les organise. Elle s'occupe de l'imprimeur, elle s'occupe de tout. Puis ça, pour que les gens se comprennent, là on parle de ta maison d'édition Wayland Incorporée. C'est pas une maison d'édition, c'est une société de gestion de mes droits d'auteur. Okay. Mais on trouvait que ça faisait plus beau sur la couverture d'un livre que ça soit un nom de compagnie, tu sais. Okay. Mais c'est pas une vraie maison d'édition. Écoute, au début, les gens ne comprenaient pas, ils m'envoyaient tous leurs manuscrits. Mais je peux pas accepter les manuscrits de personne. Ça s'appelle, c'est édité à compte d'auteur. OK. C'est juste moi que j'édite, là. Quand on revient avec les Chevaliers d'Émeraude, on parle de... dis-moi si je me trompe, là, sur tes 12 volumes, je pense que tu en as vendu pour 1,3 million de livres à travers le Québec. C'est tout ça? Ben, moi, j'ai le chiffre pour France et 4 millions France et Québec. Les deux réunis ensemble? Oui. Puis en France, tout comme au Québec, tes 12 volumes sont sortis parce que la première saga de Chevalier d'Émeraude, c'est 12 volumes. Oui. OK. Mais là, on est rendu à 36, mais autrement. Je t'expliquerai ça tantôt. Ouais, ben c'est ça, parce qu'il y a d'autres séries qui vont pondre des suites, des prequels. Oui, oui, c'est ça. Mais tu es en train de te bâtir ton univers du Seigneur des Anneaux, ton univers de Dune, mais c'est cet univers-là, mais typiquement fait québécois. Au moment où tu écris Les Chevaliers d'Émeraude, tu dis que tu as commencé l'écriture à partir de 2001. Tu travailles à temps plein également. Oui. Est-ce que c'était difficile de jumeler les deux? Jumeler les trois, parce que j'étais à l'école aussi. C'était à l'école, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc oui, jumeler les trois. Non, pour moi, c'est tous les temps libres, c'est ça. Donc on comprend maintenant pourquoi tu écris à peu près 4 livres par année, parce que tu as toujours de quoi faire. Oui. Même avant d'en écrire, tu sais, dans le fond, tu disais, tu as écrit tes 7 premiers livres dans un an. Écoute, je travaillais quand même, j'étais à l'école quand même. En plus, donc tu dormais pas beaucoup la nuit. Quand j'étais jeune, non, je dormais 3-4 heures par nuit. Maintenant que je suis plus vieille, j'ai besoin de plus, là, mais à cette époque-là, non. J'avais des bons... Je dormais profondément. Mon esprit arrêtait pas. Mon hamster courait tout le temps. C'est quoi la technique de travail pour pas que tu te perdes à un moment donné? Oui, je sais, quand je donne des conférences, tout le monde pense que je suis un prof de français, mais non, c'est juste très méthodologique. Je fais toujours ce que j'appelle une grille. OK, admettons, là, je suis en train d'écrire Draken's Blood. Mm-hmm. Je suis dans le tome 6. Ben, je divise une grille en 32 chapitres, mettons, puis je vais marquer juste un mot dans chaque case de qu'est-ce qui va se passer là. Puis là, je bouge les cases, jusqu'à temps que je sois à l'aise avec, OK, ça, le rythme est bon, puis la logique est bonne dedans. À partir de là, je fais ce que j'appelle un résumé, mais c'est un très mauvais mot parce que mon résumé, il y a 60 pages. C'est un bon synopsis. Oui. Ce que je fais, c'est que je me raconte l'histoire dans 60 pages à moi, chapitre par chapitre, puis qu'est-ce qui va arriver dans chaque chapitre, mais très, très sommaire. Pas de description, pas rien, là, juste qu'est-ce qui se passe. Et à partir de là, je fais le premier jet. Et tout ça sur un mois. Oui, c'est ça. Pour chaque tome. Et Anne Robillard a cette capacité incroyable de faire plusieurs choses. C'est-à-dire, tu vas écrire, on va dire, de l'épopée médiévale, mais aussi tu vas tomber avec une autre série qui est, je crois, ta deuxième ou ta troisième, qui est Ange, où est-ce que là, on tombe dans le Men in Black ou les hommes en noir, mais version québécoise. Oui. Comment tu fais pour pas te mélanger dans les univers? Parce que même à un moment donné, je pense que tu vas avoir 3 ou 4 univers en même temps.
à gérer. Comment tu fais pour pas, à un moment donné, déconnecter puis de mélanger un aspect d'un univers qui est mettons, dans les Chevaliers d'Émeraude, dans tes anges, ou encore de prendre quelque chose dans c'est Terra Wilder, je pense, puis que tu l'amènes dans l'univers des... Écoute, j'ai commencé à le faire pour le vrai, là, à commencer à mélanger mes livres, mais c'est récent. À cette époque-là, j'ai commencé à écrire Ange, j'avais pas fini les Chevaliers d'Émeraude. J'ai rêvé à l'équipe. J'ai pas rêvé à ce qui allait se passer, mais j'ai rêvé à l'équipe. Tu sais, puis je trouvais ça le fun. Puis à ce moment-là, j'ai vu plein de choses à la télévision, puis tu sais, puis comment les gens étaient inquiets pour la fin du monde. Puis j'ai dit, tu sais, on va jouer là-dessus. Je me suis acheté des livres sur la fin du monde parce que je connaissais plus ou moins ça. Je me suis tapé la Bible au complet. J'ai toujours dit à tout le monde, je dis, si jamais je perds ma job, je peux enseigner la Bible le dimanche. Je la sais, ma Bible. J'ai découvert des petits bijoux là-dedans. Fait que j'ai pris ça, puis j'ai fait Ange. Mais je la faisais en même temps que les Chevaliers. Puis après ça, en même temps que les Éclipses, je continuais Ange, puis j'avais les ailes d'Alexandre. Ben oui, c'est ça. C'est des univers, pour moi, qui sont tellement séparés que je vois même pas comment je pourrais me mêler. OK. C'est pas les mêmes amis dans les mêmes pays. Je sais pas si tu comprends. Oui. Fait que pour moi, c'était... quand j'allais à Émeraude, j'étais plus avec Ange. J'ai des boîtes séparées dans ma tête, j'imagine. Mais est-ce que ça peut arriver que tu vas écrire 2 livres en même temps? Genre, mettons, tu vas dire un soir, j'écris dans Ange, puis le lendemain soir, je vais embarquer sur les ailes d'Alexandre, puis l'autre soir d'après, je vais embarquer sur Terra Wilder. Ça, je faisais un mois de... Tu sais, je finissais le tome. OK. Je faisais un tome des Chevaliers. Après ça, quand c'était fini, je faisais un tome d'Ange. Quand c'était fini, je faisais un tome... En fait, je fais encore ça maintenant. Mais je suis divisée juste en 2 choses. En fait, je fais Draken's Blood en même temps, puis Alexandre. OK. Mais j'ai d'autres surprises aussi. On s'en reparlera. Ouais. Dis-moi si je me trompe pas, mais je pense que Claudia, ta sœur, elle a travaillé sur Ange aussi. Oui, elle travaille sur tout. Mais je veux dire, au niveau de l'écriture, elle a-tu coécrit avec toi? Non? OK. Oui, je suis incapable d'écrire avec quelqu'un pour avoir déjà essayé. OK. Claudia a fait tout ce qui est technique. OK. Oui, ce qu'elle a fait avec moi, je pense que je le sais, c'est le livre compagnon. OK. Ange, qu'elle a travaillé avec moi. OK. Ça, c'est probablement ça qu'ils ont voulu dire dans l'article. OK. C'est personnel autorisé seulement, là, qui est le livre compagnon, qu'on a fait un vieux document genre 1950, là, tu sais, avec tapé au vieux dactylo, là. Mm-hmm. Puis au lieu d'avoir des photos, tu sais, comme au Photoshop, nous autres, on a des photos avec des scotch tape dedans. Non, c'est elle qui a monté tout ça, puis tu sais, elle m'a dirigé beaucoup pour le faire. Quand tu as travaillé sur Les Chevaliers d'Émeraude et sur Ange, tu as créé des regroupements d'acteurs ou d'amateurs qui interprétaient ces personnages-là pendant les salons ou encore pendant les moments où tu allais faire des présentations de tes livres, soit dans des librairies ou encore dans des événements ou des choses comme ça. Très bonne idée marketing en passant pour se démarquer des autres. Comme tu le disais tantôt, la meilleure façon de le faire quand tu es au Salon du Livre et que tu as à peu près 200 auteurs qui sont là, si tu veux sortir de la clique, il faut que tu fasses de quoi qui est différent. Mais l'idée de se créer une armada d'acteurs ou de passionnés qui t'accompagnent régulièrement, elle est venue de où, cette idée-là? Elle est venue de Claude Gauthier, qui est un promoteur d'événements médiévaux au Québec. OK. Et c'est en 2005, je crois, au début de 2005, il m'appelle pour me dire, bonjour madame, j'organise les fêtes médiévales du Mont-Sainte-Anne. Et j'aimerais votre permission pour faire un banquet, un soir de banquet, parce qu'il y avait comme, je sais pas, 3 ou 4 soirs de banquet. Et ce serait un banquet des Chevaliers d'Émeraude. On prendrait des gens sur les plateaux, parce qu'il y avait des plateaux avec, tu sais, King Arthur. C'est en anglais, là, quand je reviens en français. Le roi Arthur, tu avais le plateau des elfes, des druides, tu sais. Ils vont prendre une personne de chacun, on va leur mettre une tunique verte, on va leur demander de lire le livre. À ce moment-là, ils ont demandé juste de lire le 1, puis on va faire quelque chose. On va faire quelque chose de fun pour les femmes qui vont venir. J'ai dit, OK. Il est venu chez nous après. Il m'a présenté son projet. Et je suis allée au Mont-Sainte-Anne. D'ailleurs, on s'était vu au Mont-Sainte-Anne. Je sais pas si c'est toi ou Catherine que j'ai vu. Ben, on était les deux. Les deux? Oui. On s'est promenés un peu, il faisait froid, puis il ventait, puis il pleuvait. Puis, je suis allée à ce fameux banquet-là et j'ai même pas mangé tellement que j'étais excitée. J'avais mes chevaliers dans ma face. J'étais en train de manger, puis j'avais mes personnages autour des tables. Ça s'explique même pas ce que j'ai ressenti. Oui.
J'avais des plats extraordinaires devant moi, jamais mangé. J'étais là, tu sais, puis j'ai même une photo de moi, tu sais, là, je tape des mains. J'étais plus excitée que les femmes. Ben, c'est ça qui est plaisant, parce que là, tu vois ton univers... Oui, écoute, je me suis dit, il y en a combien d'auteurs qui ont mangé comme ça avec leur personnage? Avec leur personnage, c'est ça. À la fin de la soirée, j'ai pris les courriels, parce qu'on n'avait pas encore de Facebook à cette époque-là. J'ai pris les courriels de tout le monde, je disais, est-ce que vous voulez continuer? Et ça a commencé comme ça. La troupe, tous les gens de la troupe au début, ils sont plus là, mais la troupe s'est renouvelée d'année en année. Je l'ai encore, d'ailleurs, la troupe. On est juste une vingtaine en ce moment, mais on a du fun. Puis, est-ce que c'est encore Waylon et tous les personnages de base des Chevaliers d'Émeraude, ou là, tu as pris tes nouveaux personnages de tes nouveaux livres? Mais, c'est ça, ils ont joué beaucoup de choses. Écoute, une de mes anciennes assistantes, elle avait 13 personnages. Elle changeait des cheveux, elle changeait, tu sais, vraiment là, très douée parce qu'elle peut changer sa personnalité aussi. On a recyclé beaucoup à l'intérieur du groupe qui faisait plusieurs personnages. Et dernièrement, on avait sorti les BD avec Casterman. Fait que j'ai pas les mêmes Wellan et les mêmes Bridges, les mêmes toutes, là. Mm-hmm. Mais ils jouent encore ces personnages-là. Ils ont d'autres. Je pense que j'ai eu 4 Kira, 2 Onyx, tu sais. Il embarque dans les gros souliers. Et c'est quand même toute une équipe à gérer parce qu'il faut que tu gères les horaires, il faut que tu gères les transports, il faut que tu gères l'hôtel parce que des fois, tu t'es sorti pour plus qu'une journée. C'est une autre gestion additionnelle à se rajouter. D'où l'adjointe. D'où l'adjointe, oui. Parce que le monde s'imagine, oh, OK, Anne, elle va juste prendre son monde puis elle s'en va à une place. Puis non, ça marche pas comme ça. Imagine-toi les tournées en France. En plus. C'était quelque chose. Mais on a tellement eu de plaisir. Est-ce que c'est dur? Parce qu'au niveau financier, est-ce que c'était toi qui finançais tout ça ou c'était tu te déplaçais en France pour un salon, tu disais au salon, ben écoute, pour que je vienne, il faut que ça coûte tant parce que là, j'ai comme 8 personnes ou 10 personnes qui doivent me suivre? En fait, c'était moitié-moitié. OK. Avec mon éditeur qui est là-bas, avec la fond. J'en payais une moitié, il payait l'autre moitié, là. Puis, moi, je payais les avions, tout ça, puis lui payait les hôtels. Puis la nourriture. Je payais la moitié des repas, il payait l'autre moitié. En tout cas, on s'était partagé ça. Ici, par exemple, au Québec, c'est juste moi qui ai payé. Puis en plus, ça doit être une expérience incroyable pour les gens qui interprètent tes personnages parce qu'eux autres, non seulement ils ont la chance d'être à côté de leur auteur favorite, mais en plus, ils vivent leur monde qu'ils lisent en étant le personnage ou un des personnages de cette histoire-là. Là. Exactement. Puis les étoiles qu'il y a dans les yeux des enfants qui les rencontrent, tu lis ton livre, puis là, tu arrives devant Onyx, tu arrives devant Wellan. Puis ils étaient suffisamment préparés, les personnages, ils ont des ateliers tous les mois. Puis ils étaient suffisamment préparés pour répondre aux questions. Ils connaissaient leur vie comme si c'était la leur. Là. Mm-hmm. Puis, en fait, ce qui m'a servi à cette époque-là, quand j'allais dans les salons du livre, on avait énormément de monde qui venait. La série était nouvelle, ça. Et quand tu as 1000 personnes qui viennent te voir, les derniers au bout, là, ils sont pas de bonne humeur d'être restés debout pendant 3 heures. Mm. Tu mets tous les personnages le long de la file, là, pour jaser avec les autres qui arrivent, ils sont encore de bonne humeur. Puis là, ils te racontent comment est-ce qu'ils ont jasé avec Onyx, tu sais. Ça a changé la dynamique, là, pour moi aussi. C'est bien plus plaisant pour moi aussi. Et ça amène une popularité parce que veux pas, t'es plus remarqué que les autres dans un événement parce que là, ils voient qu'il y a un attroupement à cette place-là, ils veulent savoir c'est quoi. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui connaissent pas du tout, puis en plus, ils parlaient avec les personnages. Si j'avais pas besoin, moi, de parler aux gens qui venaient pas me voir. Tu sais, j'avais toutes mes fans. Moi, j'étais comme concentrée sur chaque personne qui venait me voir. Mm-hmm. Eux autres, ils s'occupaient du reste, là. Ils racontaient l'histoire à ceux qui ne savaient pas. Tu sais, les gens qui les accrochaient disaient, vous êtes qui, vous? Tu sais. Puis là, ils disaient, ben, je suis un chevalier, voici, là, ils montraient le livre, voici notre histoire, tu sais, puis ils racontaient un peu. C'est du marketing aussi, dans le fond. Anne, on a couvert les Chevaliers d'Émeraude. Mm-hmm. On a couvert un petit peu Ange. À travers Ange et les Chevaliers d'Émeraude, je pense que tu avais commencé à travailler sur... c'était Terra Wilder, je pense, c'est ça? Terra Wilder, je l'ai écrit 10 ans avant les Chevaliers. OK. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les gens, ils m'aiment juste pour les Chevaliers ou est-ce qu'ils aiment comment j'écris? Fait qu'on a sorti Terra Wilder pour voir. C'est une espèce d'expérience. Finalement, ça a très bien fonctionné. Terra devait être un livre unique. Et non, je me suis fait encore avoir pour écrire le 2e tome. Puis le 3e tome, il n'est pas encore fait, mais c'est dans mes projets. OK.
Ça raconte quoi l'histoire, rapidement? Parce que, tu sais, on n'a pas parlé des histoires encore, parce que moi, je suppose que la majorité des gens qui écoutent l'entrevue présentement connaissent les œuvres d'Anne Robillard, mais il y a des gens qui connaissent peut-être pas Anne Robillard. On n'y croit pas vraiment, mais il y a peut-être encore des gens quelque part là, qui n'ont pas lu les œuvres d'Anne Robillard. Il y en a. Donc, Terra Wilder, ça raconte l'histoire de quoi? Terra Wilder, c'est un astrophysicien super brillant à la NASA qui a un gros accident de voiture. Il est vraiment amoché, mais son cerveau est tellement important pour la NASA puis pour la technologie américaine qu'ils le reconstruisent. Mais ils ne sont pas capables de reconstruire son cœur qui est brisé parce que sa femme est décédée dans l'accident de voiture. Donc, on l'envoie pour se reposer. On l'envoie comme un Britannique, complètement le dépayser. Et il se met à enseigner la philosophie à la pire classe de toute l'école. OK. Et il se rend compte avec le temps, il arrive plusieurs choses dans sa vie, que tous ces élèves-là étaient dans une de ses vies antérieures, au moment où le Christ a été crucifié. Fait qu'il y a comme une dette karmique d'avoir dirigé ces soldats-là. En même temps, parce qu'il y a beaucoup d'étages dans Terra Wilder. En même temps, lui, quand il était au Texas, il faisait partie d'un groupe. On dit maintenant aujourd'hui reconstitution historique, mais c'était plus caché que ça. C'est la table ronde. Et il était le roi. Donc, on arrive je ne vais pas en dire trop parce qu'ils ne liront pas. Là. OK. Mais en fait, ça s'appelle Qui est Terra Wilder? Parce qu'il y a tellement de couches dans ce bonhomme-là qu'on ne sait pas. OK. Puis après ça, tu avais fait un autre livre qui est sorti, je pense, 3 ans plus tard, qui était Captain Wilder. Captain Wilder, la suite. Une suite, parce qu'il n'était pas supposé avoir de suite. Et on parle de ce qui est arrivé à Terra et à son fils, parce qu'il y a eu des enfants entre-temps. Puis, c'est des jumeaux. Fait que le troisième que je vais faire à un moment donné, c'est sa sœur à lui qui va avoir son histoire aussi. Donc, les Chevaliers d'Émeraude, on parle de 12 tomes. Après ça, Ange, on parle de 10 tomes. Oui, 10 tomes. Et il devait en avoir 7. OK. Mais j'ai vu, avec les commentaires que je recevais, qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas comprises. Surtout au niveau des reptiliens. Fait que j'ai allongé un peu. OK. Mais tu sais, je voulais faire 7 tomes pour les 7 années des tribulations, mais ça n'a pas marché. Des fois, comme ça, il faut s'ajuster en cours de route. Mais tu vois, moi, c'est ça que je trouve exceptionnel avec toi, Anne. Tu sais, des fois, tu as des gens qui, à un moment donné, ils gagnent une certaine célébrité et ils oublient les gens qu'ils ont mis là, c'est-à-dire les fans. Non, exactement. Et ça, c'est quelque chose avec toi que j'ai toujours adoré, c'est que tu as toujours été à l'écoute de tes fans. Oui, je suis encore. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu me parlais d'une anecdote tantôt où est-ce que tu te promenais dans un centre commercial puis qu'il y a un monsieur qui t'a... Même tes fans, des fois, ils te laissent pas tranquille. Ils veulent absolument que tu continues à produire leur univers favori. Oui, en fait, quand j'ai arrêté les Chevaliers d'Émeraude, moi, je vais faire la malédiction des Drakensblood, et j'ai reçu des centaines et des centaines de courriels pour me dire non, arrêtez tout de suite, là, nous autres, on veut la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces chevaliers-là après la guerre? T'sais? Et même à l'épicerie, je me suis fait courir après là, par des gens qui disaient « Vous êtes Madame Robillard, vous devez continuer, arrêtez pas. » Finalement, c'est un petit garçon qui m'a écrit de 11 ans, qui doit être pas mal plus vieux maintenant, qui m'a dit « Madame, vous pouvez pas nous laisser tomber. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté des volcans. » Ça s'appelait les territoires inconnus. Mais je me suis dit, il a bien trop raison, là, lui. Donc, les héritiers sont nés. Et j'ai mis Drakensblood de côté. Puis, t'as fait les héritiers d'Enkiviev. 12 tomes. Enkiviev, c'est ça, qui était 12 tomes. Puis, après ça, t'as une suite, je pense, encore après? Il y a eu Les Ailes d'Alexandre qui étaient toujours en même temps. Les Ailes d'Alexandre, il devait avoir 3 tomes. C'est un livre qui fait du bien, Les Ailes d'Alexandre. C'est un livre ésotérique. Je l'ai écrit après la mort de ma sœur. Okay. J'ai perdu une sœur qui avait 18 mois de moins que moi. Et c'était très dur pour moi. Fait que je me suis expliqué la mort dans Les Ailes d'Alexandre. Et finalement, c'est devenu une série avec les mystères bizarres, là, comme les sirènes, les crop circles, toutes ces affaires-là. Fait que ça a continué. Elle continue encore aujourd'hui. J'ai sorti Les Cordes de cristal, qui est une série que j'ai écrite quand j'avais 17 ans et que j'enseignais la musique. Fait que c'est comme mon propre studio dans le désert de Californie et les problèmes qu'inventent les musiciens. Et après ça, j'ai sorti L'Oiseau tonnerre. L'Oiseau tonnerre qui est en 3 tomes. Donc lui, il n'y a pas la règle de 4. Qui est encore de l'ésotérisme. C'est un monsieur qui se rend compte, il a une vie tout à fait ordinaire, là, c'est un monsieur ordinaire qui se rend compte, avec des régressions dans son passé, qu'il est venu faire quelque chose d'important dans cette vie. C'est encore de l'ésotérisme. Puis je suis tombée dans les Chevaliers d'Antares. Les Chevaliers d'Antares,
Je me fais opérer, je pense que c'est quelle année ça? 2015 à peu près. Je me fais opérer pour me faire enlever la vésicule biliaire. Et en plein milieu de la nuit, je rêve au Chevalier d'Antares. Et je me réveille, mais là, je suis branchée tout partout dans ce lit d'hôpital. Tu peux pas écrire? Non, j'ai rien pour écrire. Là, je me suis pas endormie. Je me suis répété ce que j'avais rêvé jusqu'au matin. Pour me le rentrer comme il faut dans la tête, ce que je venais de voir. Qui était en fait la suite des héritiers. Qu'est-ce qui est arrivé après? OK. Fait que ça, c'est dans les folies que je fais. Qui était encore un 12 tomes? C'est encore un 12 tomes. Et moi, je me suis dit, après la prophétie, tu sais, mais non, on me demande encore la suite. Fait que, finalement, les Chevaliers d'Amour, ils ont 36 tomes. Et là, Claudia ensuite, après Antares, Claudia me dit, écoute, t'as plein dans ton classeur des livres uniques. Je dis, oui, mais ils restent pas uniques longtemps. Mais à l'âge que je suis rendue, oui, ils vont rester uniques. Parce que je peux pas tout écrire les séries que j'ai dans la tête. Non, c'est impossible. Fait qu'il faut vraiment que je cible ce que je veux. Et il y en a un qui s'appelait Les Chevaliers d'épée, que j'ai sorti. Évidemment, c'est quoi la question qu'on reçoit sur Facebook? C'est quand la suite? Ouais. Mais non, c'est marqué dessus que c'est un livre unique. Fait qu'il y en a une couple que je vais sortir comme ça, des livres uniques qui sont dans mes classeurs. Enfin, justement, je vais me faire de la place dans mes classeurs. Ouais. Et les cornes de cristal, ça, c'était dans quelle période? C'est mes belles années 80, là. Que tu as écrit ça? Oui. Okay. Mais c'est ça qu'on se rend compte en te parlant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de... Parce que moi, je suis quand même l'ordre de créations par année qui sont publiées, mais c'est pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ils ont été écrites. Non, exactement. C'est l'ordre qui ont été publiés. C'est ça. Au niveau des... Parce que tu as Anne Robillard qui a écrit une multitude de livres, mais bien sûr, avec le temps, il y a des gens qui approchent Anne Robillard parce qu'on veut adapter ses œuvres, que ce soit cinéma, télévision. Malheureusement, ça n'a jamais fonctionné, mais ça a fonctionné au niveau de la bande dessinée. Parle-nous un petit peu de ça. Et c'est pas parce que j'ai pas résisté, OK? Moi, je me disais, j'ai pas besoin de ça. Jusqu'à temps que mon éditeur français, Michel Lafont, organise un dîner au Salon du Livre de Paris avec Casterman et un dessinateur qui était sûr qu'il allait me plaire, qui s'appelle Tiburce Auger. Et là, j'arrive là, puis on peut te présenter Tiburce, il fait des dessins, il fait des modèles. J'ai dit, les petits pas bons. Ils m'ont eu. Fait qu'on m'assoit à côté de Tiburce, qui finit par me montrer les premiers dessins qu'il a fait, de Kirod, ça. Puis j'ai dit, oh wow! Et là, on n'a pas mangé ni une autre, on s'est juste parlé. Pia, pendant notre heure de dîner, puis on retournait tous les deux là, pour les dédicaces aux Salons du Livre. Et là, ils nous ont dit, bon, à partir de maintenant, vous avez l'air de bien vous entendre, mais il faut que vous passiez par nous. Fait qu'Anne, quand tu veux quelque chose, tu demandes à Lafont demande à Casterman demande à Tiburce. Penses-tu que c'est ça qu'on a fait, toi? On s'est échangé nos courriels, puis on a toujours travaillé directement. On disait à nos éditeurs, voilà, c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on a décidé. qu'on a fait ensemble. Et, comme je te dis, j'ai beaucoup de misère à travailler par personne interposée, c'est impossible. Fait qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Sauf que Casterman a été acheté par Hachette à un moment donné, puis le dernier tome de la série qu'on doit faire, il n'est jamais sorti. OK. Là, on parle quoi des Chevaliers, donc le 6e tome? Oui. Le 6e, on l'a jamais eu. OK. Mais là, Lafont a dit, bon, nous, on ouvre une section BD, on recommence à zéro. J'ai dit, écoute, ce que je vais faire, parce que là, c'est tout, avec Casterman, c'est toutes des histoires inédites, tu sais, qui n'étaient pas dans les livres. Et c'était beaucoup de travail pour nous deux, là. Fait que j'ai dit, OK, moi, je vais faire quelque chose avec vous autres, mais on refait la série, tu sais, qui existe déjà, en BD. Comme ça, tu sais, j'ai beaucoup de parents qui disent, oui, mais mon petit, il aimerait ça, mais il lit pas encore des gros livres. Fait que là, on lui a adapté la BD pour ces gens-là. Puis pour les autres, ça faisait un visuel. Pour ceux qui aiment la série, ils ont un visuel. Pour ceux qui la connaissent pas, qui sont jeunes, ben ils peuvent la commencer là, puis après ça, c'est sûr qu'ils vont aller dans les livres parce qu'ils veulent avoir la suite, là. Fait que c'est comme ça qu'on a fonctionné avec cette BD-là. Ange, on a fait juste une, puis c'était la même chose. Le contrat fini parce qu'il n'y avait plus d'éditeur. C'est d'ailleurs, ça aurait été le fun. J'ai essayé d'en trouver un autre pour Ange, un autre éditeur de BD, mais j'en ai pas trouvé. Mais, puis dis-moi si je me trompe, mais tu faisais l'écriture de tes bandes dessinées. C'était pas juste de dire, il y a quelqu'un qui va adapter mes œuvres. Là. Tu t'occupais toi-même, non? Tu te souviens du Control Freak? Oui, c'est ça. Donc, écoute, la première fois que j'ai fait le scénario, parce que, tu sais, je me suis acheté un livre sur comment écrire une BD, et j'ai essayé de faire un scénario, puis là, Tiburce me réécrit, il dit,
Anne, si tu veux qu'on voit le dessin, il va falloir que tu rapetisses les bulles. J'ai pas compris tout de suite. Après ça, tu sais, il m'a fait juste un exemple. Écoute, j'ai tellement ri, j'en ai pleuré. Fait que là, j'ai appris à synthétiser mon texte. Ça a été toute une aventure, mais je suis capable d'apprendre d'autres choses, comme j'ai appris à scénariser aussi. J'ai fait les premiers scénarios. J'ai toutes fait les scénarios pour les Chevaliers, les premiers. En anglais, en plus. Oui. Mais, tu sais, j'apprends à faire d'autres choses. Je suis capable. Mais c'est ça qui est merveilleux avec toi. C'est de l'évolution, du réajustement continuel. Parce que d'écrire, comme tu disais, écrire une bande dessinée puis écrire un roman, c'est pas du tout le même univers. Non. Oh, non. Mais c'est le fun. C'est un défi. J'aime les défis. C'est sûr que j'aime ça aussi avoir le temps de faire les défis. Mais non, j'ai aimé ça faire ça. Puis on n'a pas fini encore. Lui, il y avait 2 autres bandes dessinées, là. Mais moi, elle est prête, là. Elle est déjà écrite, la prochaine. Fait que quand tu me fais signe, go, on part. Et là, ben, malheureusement, arrivent les problèmes. Parce que, veux pas, on a eu des gros problèmes de santé. Puis, je t'en ai parlé avant parce que je savais pas si ça te dérangeait qu'on en parle. Parce que je sais que ça a été une période qui a été très difficile pour toi parce que tu as eu un cancer. Moi, j'avais lu un article qui disait à un moment donné, puis attends, je vais aller chercher l'article là, pour vraiment dire le titre, là, c'est « L'écriture m'a sauvé ». Oui, c'est vrai. Parce que tu as eu un cancer du côlon et tu as eu une opération et quand tu t'es réveillé, ben c'était pas nécessairement ce à quoi tu t'attendais. Puis on avait beau dire, c'est ça, puis on avait beau dire, oh, mais vous allez voir, tout va bien aller. C'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Et je voulais un petit peu en parler parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui nous écoutent, qui ont passé par ça ou qui ont peut-être des risques de passer par ça, puis ils se disent, on est tout seul là-dedans, on sait pas, il n'y a jamais personne qui a vécu ça puis qui peut en parler. Puis c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler avec toi, parce que pour moi, ce que tu as fait, c'est une preuve de courage. Tu as beaucoup de gens qui auraient pu dire, écoute, moi j'arrête, puis je tire la plug, puis j'arrête ça là, puis j'ai pas envie de continuer, ou encore qui se laissent aller dans la dépression complète. Toi, tu es une combattante, et tu t'es battue, et tu as continué à écrire et tu as continué à vivre malgré tous les problèmes qui sont survenus suite à cette opération-là. Le premier mois après l'opération, je peux te dire que j'étais pas capable parce que mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais même pas écrire. Et je sais pas si je veux pas dire des choses pas fines à la radio, mais tu sais, ils te recousent l'anus, n'est-ce pas? Puis ils t'ont enlevé le côlon. Et que s'asseoir, c'était compliqué. Fait que j'ai passé par toutes les sortes d'épaisseurs de coussins que tu peux imaginer, jusqu'à temps que ça arrête de faire mal. Mais j'endurais pour pouvoir écrire. Là. Ouais. Ça, je me suis opérée à la fin de décembre. Puis, je dirais que début de février, j'avais recommencé à écrire. OK. Mais, tu sais comment je suis cartésienne et organisée. Tous les livres qui devaient sortir, quand j'ai su ma date d'opération, écoute, j'ai travaillé comme une folle, mais j'ai pas manqué un beat. OK. Tous les livres qui devaient sortir sont sortis parce que j'ai travaillé plus d'avance. Claudia avait tout d'avance. Elle pouvait travailler sans moi. Parce que je dis, je sais pas quand je vais être capable de recommencer. Finalement, ça a été pas pire. Même chose pour m'occuper de... Ma stomie s'appelle Henri, d'accord? Henri, c'est tout un petit bonhomme. Et pendant 1 an après l'opération, tu as le droit d'avoir le CLSC. Pour t'aider. Fait que, tu sais, au début, il venait chez nous parce que je n'étais pas capable de marcher. Après ça, il fallait que j'aille au CLSC pour faire changer la collerette, puis occuper... Puis je me suis dit, j'avais jamais la même infirmière. Je n'étais pas capable d'avoir toujours la même infirmière. Puis au bout de, ça c'est quoi? Mars, février, à fin de février, c'est la dernière qui me dit, oh, une stomie, ça fait 27 ans que j'en ai pas vu. J'ai dit, hein? C'est inquiétant, là. C'était inquiétant. Fait que je me suis dit, je veux pas faire de chichi, là, mais j'aime ça avoir un service continu, puis j'aime ça avoir des gens en qui j'ai confiance. C'est pas parce qu'elles étaient méchantes, les madames, c'est pas parce qu'elles étaient incompétentes, c'est parce que je n'avais jamais la même. Fait que j'étais insécure. Je suis une personne insécure. Fait que j'ai appelé ma stomologue à l'hôpital. Oui, ça existe, une stomologue qui s'occupe des stomies. Et j'ai dit, je vais apprendre à le faire tout seul. Elle m'a dit, Anne, t'as encore 1 an pour aller s'en occuper. J'ai dit, non, tu comprends pas. Je suis capable de le faire, puis je veux le faire. Mais pendant tout le mois de mars, j'ai pris mon cours de stomologie. Parce que je suis une espèce de folle. Et 2 fois par semaine, j'allais à l'hôpital, puis j'apprenais à faire un petit bout du changement, des soins à la fois. J'ai passé mon examen fin de mars, 20 sur 20. Et depuis ce temps-là, je m'occupe de Henri. OK, j'ai fait des niaiseries avec Henri. Ben là, de toute façon, Henri, écoute, s'il est moindrement quelque peu comme moi, il va être hyper détestable à ses heures. Ah,
tu penses que tu le connais pas. Fait qu'il n'y a pas vraiment de bon moment, tu sais. Et ce que je fais, moi, je suis peut-être un petit peu maniaque, c'est la peau qui est en dessous de la collerette, qui est collée sur toi, là, elle respire jamais. Fait que ce que je fais quand je change Henri, au lieu de faire comme on m'a montré, tu laves, tu nèbres, tu floupes, tu remets l'autre collerette, moi, je laisse la peau respirer pendant 1 heure. Et là, Henri m'en fait boire de toutes les couleurs. Des fois, il dort. Des fois, il dort pas partout. Des fois, c'est l'Etna. Et en tout cas, fait que j'aurais beaucoup de choses à raconter. Je pense que je vais mettre ça dans un livre. Parce que, ce qu'il m'a fait, là. Et Henri est un chanteur d'opéra, savais-tu ça? Non, je savais pas. Il chante de l'opéra juste à 2 heures du matin, par exemple. OK. Et là, je me réveille, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et là, il te envoie ça, tout ce qu'il connaît. Au printemps, quand il y a les petites grenouilles dehors, il les imite. En tout cas, il est vraiment... il a sa personnalité, Henri. Mais, tu sais, c'est ça que tantôt tu me disais, je vais probablement écrire un livre, puis je trouve que ça serait tellement une belle idée parce que, comme on disait tantôt, tu sais, t'as des fois des maladies où est-ce que les gens vont passer, puis on a de plus en plus de ce genre de choses-là, mais les gens ont vraiment l'impression qu'ils sont seuls, et de savoir que toi, t'as passé par là, mais que t'es capable d'en parler maintenant. Puis... Tout ce qui peut t'arriver aussi, parce que tout ce que t'as quand tu sors avec une stomie, c'est un petit pamphlet de 3 pages. Ouais. Par une compagnie qui fait du matériel de stomie. Puis en fait, ce que ça dit, c'est on vous conseille de ne pas manger ça, mais on ne sait pas si ça va passer. T'sais. Vous allez faire vos propres expériences. Ça ne dit pas grand-chose. Là. Non. C'est sûr que moi, je vais parler de moi et Henri. T'sais. Les gens peuvent avoir des expériences différentes, là. Mais comment est-ce qu'on peut prendre son propre destin en main? Ouais. C'est sur ça que j'ai fait. Puis l'apprivoiser aussi. Parce qu'apprivoiser Henri, c'est une affaire. Là. C'est vivre avec, c'est une chose, mais de l'apprivoiser, c'est une autre chose. Oui, écoute, j'ai eu un accident d'auto au mois de décembre 2019 et je me suis fait mal au dos parce que j'ai protégé Henri. faut le faire. Et là, je fais traiter mon dos parce que j'ai protégé ma stomie. Je voulais pas qu'il s'écrase là, dans le volant. Non, parce que là, ça aurait pas été beau. Elle m'a dit, t'as protégé ton bébé? Ben oui, j'ai protégé mon bébé. Et j'ai mal au dos. C'est ça, c'est que c'est la vie. Mais non, c'est n'importe quoi, ça fait n'importe quelle opération. Il y a moyen de prendre son propre destin en main. T'sais, la compagnie qu'on m'avait donnée pour les produits, ça fonctionnait pas avec moi. Mais on ne m'en donnait pas d'autres. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé une autre compagnie, puis ils sont tellement fins. Ils m'ont même trouvé d'autres solutions pour les collerettes. Parce qu'Henri est d'une taille, pourquoi je peux dire ça, pas normale. Okay. Fait que t'as des collerettes trop petites ou trop grandes. Lui, il est juste entre les deux. Oui, il est vraiment entre les deux. Fait que trop petite, ça l'irritait. Sur le, c'est comme c'est de la peau très sensible. Puis trop grande, mais ça irritait la peau à sa base. Et là, j'ai découvert une compagnie grâce à eux autres qui font des punch. Parce que je commence à faire un peu d'arthrite dans les mains. Fait que je suis pas capable de faire un beau cercle rond là, dans une collerette. Ça fait tout des tuc. Puis ça l'aide pas, là. Ça l'irrite ça aussi. Là, il existe des punch, mais ils sont tous juste aux États-Unis. Fait que ça vaut la peine de fouiller puis de. Comme je dis, prendre son destin de ses propres mains, puis aller chercher ce qu'on a de besoin de nous autres mêmes, pas attendre après tout le monde. Puis c'est ça va être ça le livre. Attendez pas après tout le monde. Malgré cette situation difficile, malgré les problèmes de santé qui sont survenus, et malheureusement, comme on disait en début d'émission, hein, on se rend compte que de plus en plus on perd des cheveux, et même si on voudrait qu'ils restent là, tu continues quand même à produire, t'arrêtes pas. Ben, tant que ma tête va suivre, le corps va m'arranger pour qu'il suive. OK, je suis moins mobile. Je suis obligée d'attacher mes mains pour pouvoir travailler. Parce que, le corps vieillit. On n'a pas le choix. Le corps, j'aurais aimé ça être jeune jusqu'à la fin de ma vie, mais ça marche pas de même. Mais la tête est encore là. Tant qu'elle va être encore là, je vais produire. Parce que j'en ai besoin. Oui, puis c'est une bonne motivation pour justement se lever le matin, puis surtout dans ce temps-ci où est-ce qu'on est tous confinés à la maison, y a-tu de quoi de plus difficile que de rester à la maison rien faire? Anne Robillard, c'est impossible qu'elle ait rien à faire. Elle a plein de livres à écrire. Anne Robillard, elle boit 6 heures, elle, pendant le travail, là, tu sais. Elle s'arrête à 9 heures parce qu'elle n'en peut plus le soir. Comment qu'on vit ça, justement, le confinement du COVID, quand on est une auteure puis qu'on est pogné devant son ordinateur et devant soi-même 24 heures sur 24? Ben, pour moi, c'est pas difficile. C'est pour le chien que c'est plus difficile. Il faut qu'elle vienne me dire « Hey, j'existe! » Ça serait le temps que tu me mettes dehors, viens donc me nourrir. Mais autrement, non. J'ai appris à faire à manger parce que moi, ma mère restait ici avec moi. Je les gardais. Moi, elle s'est occupée de moi toute ma vie. Fait que après, quand elle est venue plus âgée, je l'ai pris chez moi. Puis, elle aime ça faire à manger. Moi, j'ai jamais appris, OK? J'ai toujours écrit toute ma vie.
très dans ma tête. Et là, je suis obligée d'apprendre à me faire à manger pendant le confinement. Fait que, tu sais, c'est pas mauvais. OK, c'est pas encore très... Oui, mais, fancy, là, mais... Anne, dis-toi qu'il y a une chose positive là-dedans. Si t'es pour empoisonner quelqu'un, c'est juste toi. Ça va être moi! Moi puis le chien. Fait que c'est ça, j'apprends à faire à manger. C'est pas très recherché, mais au moins je meurs pas, tu sais, je me nourris. Puis en même temps, ben tu sais, je sors comme une fois par semaine. Ma mère est rendue en résidence. Mm-hmm. Elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de faire rentrer personne. Fait que je vais y faire, elle me fait ma mère est rendue technologique à 87 ans, toi. Elle m'envoie sa liste d'épicerie par Messenger. Uh-huh. Là, moi, je mets ça sur un... Tu sais, je suis moins techno qu'elle, là. Je la traduis sur ma petite pad qui colle. Oui. Tu sais, un post-it. Puis là, ben, je vais faire mon épicerie et son épicerie en même temps. Fait que je sors une fois. Avec le masque, les gants, tout ce que tu peux imaginer. Oui, parce que toi, t'as pas le choix. Non, j'ai pas le choix avec mon état de santé. Il faut vraiment que je me protège aussi. Exact. Fait que, mais ça me fait une sortie que je vois du monde. Ben oui, puis en plus, ben tu prends l'air. Puis le petit chien, il est content. Ah ben, on a la cour qui a fini par dégeler. Oui, eh ben Elle est en glace. Elle y allait, mais moi, je me risquais pas sur la glace avec Henri, là. Fait que là, maintenant que c'est dégelé, on joue à la balle, puis j'en profite pour marcher un peu. Il faut que je me refasse une santé, là. J'avais pas vraiment le goût de marcher au début, tu sais, toi puis moi, là. Ouais. Et là, je recommence à marcher, là. Bon, good. C'est quoi l'avenir d'Anne Robillard? Puis, parle-moi pas de retraite, hein, parce que Stephen King nous a fait le coup, puis à un moment donné, première chose que tu sais, il écrit plus maintenant qu'il est à la retraite qu'avant qu'il soit. Ben, en fait, j'ai jamais envisagé de ma vie d'être à la retraite. Jamais, jamais, jamais. Même quand je travaillais comme secrétaire juridique, c'était quelque chose que je pouvais même pas imaginer. Et j'avais raison. J'ai maintenant l'âge de la retraite, je reçois des papiers de pension, tout ce que tu veux, j'ai fou dans le classeur. Mm-hmm. Et je continue d'écrire. Et je pense que je vais écrire jusqu'à mon dernier souffle, parce que ma tête est encore pleine d'idées. Il y a, OK, je suis rendue au tome 6 de la malédiction, qu'il y en a 7. Fait que j'ai 7 tomes écrits de la malédiction des Drakensblot pour la finir. J'ai promis que je continuerais Antares avec une autre série, mais je ne ferai plus des séries de 12 parce que je suis rendue à un âge où je ne finirai peut-être pas. T'sais. Fait que je vais y aller avec des 7. C'est plus sûr. Ouais. C'est juste 3 ans. Ensuite, j'ai un autre livre unique que je voudrais sortir. J'ai la suite et j'ose jamais dire suite et fin. Ça marche pas avec moi. De Terra Wilder. Tu sais, j'ai plein de petites choses comme ça à aller sortir. J'en ai encore. Je voudrais me rendre à 100. Ouais. Ça serait le fun. Mais là, il t'en reste pas grand-chose. Là. Il t'en reste juste 34 à faire. Puis je pense que ton 77 est sur le point de sortir. Ou tu es à l'écriture? Je suis en train de le faire. OK. Oui. Fait que tu sais, il en reste pas tant que ça. Il en reste 77, il en reste 23. C'est pas si pire, ça. Mais non, c'est pas si pire. Fait que là, tu mets les 7 prochains, là, qui est la suite d'Antares, déjà. Mm-hmm. Bethany aussi, qu'il faut que je fasse. Bethany Wilder. Tu sais, il y a plein de petites choses. Et c'est important, le livre sur Henri. Oh oui. Il faut pas oublier le livre sur Henri. J'ai hâte de voir la face de mon illustratrice quand je vais lui montrer les illustrations pour ce livre-là. Anne, au niveau international maintenant, ça marche comment? Parce que je sais que tu es très populaire en France, tu es très populaire ici au Québec. Est-ce que le marché américain ou le marché européen, est-ce que ça commence à débloquer ou est-ce que ça l'a débloqué? En fait, ça l'a jamais débloqué pour... Okay. Je sais même pas si je peux en parler, là, des problèmes que j'ai eu avec EDM. J'ai passé par-dessus tout ça parce que, tu sais, j'ai pas complètement les droits encore pour les chevaliers. Alors, tu sais, tu peux pas faire les héritiers puis Antares qui sont la suite de ce qui est bloqué, tu sais. Ouais. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de faire Drakensblot, de partir de ma carrière extrait-temps, là, tu sais, à l'âge que j'ai de partir de la carrière en anglais. Mm-hmm. J'ai contacté des agents littéraires cette semaine, puis ça a l'air de bien aller, on va voir. Avec Drakensblot. Drakensblot se passe à Londres. Donc, j'ai contacté des agents littéraires de Londres. OK. Essayer de me trouver un éditeur britannique pour le faire. Ça pourrait me mettre au monde pour éventuellement le reste. Je reprends mes droits des chevaliers en 2023. C'est pas si loin. Non, c'est quand même dans 3 ans. Oui, fait que je vais repartir ça avec un bang. Puis en plus, parce que là, tu sais, quand Anne Robillard se lance dans une bande dessinée, elle écrit les textes de la bande dessinée. Mais si Anne Robillard fait de la traduction, elle va elle-même écrire ses traductions. Non, là, non? C'est là que j'ai lâché. Ah, la contrôle fric a commencé à laisser aller. Oui, mais non, mais je les relis.
c'est sûr que je peux pas les relire en russe parce que, tu sais, la BD, là, est en russe. Ouais. J'ai eu énormément de fun avec les Russes. Parce que émeraude, c'est un mot qui s'écrit de 7 façons différentes. OK. En russe. Fait que là, il a fallu trouver la bonne. Écoute, elle dit, comment j'écris ça, moi, le chevalier Bergeau, en russe? Ben, je dis, vas-y au son. Écris-le au son. Fait que, on a eu bien du plaisir, avec des questions qu'à me poser, écoute, puis, tu sais, je reçois de choses, c'est bien, comme en pleine nuit, là, à cause de la différence là. Et j'ai ri, j'allais rire avant de me coucher, je dis, je vais y répondre juste demain matin, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça, on a eu bien du plaisir. Fait que je peux pas relire toutes les langues, mais je peux lire l'anglais facilement. Okay. Fait que c'est sûr que je repasse dedans avant. Anne, tu as gagné une multitude de prix dans ta carrière. Y a-tu des prix qui t'ont plus touché que d'autres? Ben, je n'ai pas gagné tant que ça, mon chéri. J'ai gagné juste 2. Oh! Mais oui, j'ai été en nomination, par exemple, pour vingtaine de prix, mais j'ai pas gagné tous les prix. Okay. J'ai gagné le prix Archambault. Ça, c'est quand tu m'as appelé me dire ça, je dis, je ne croyais pas. Je commençais ma carrière en tome 5 des Chevaliers d'Émeraude. Tu sais, vous savez même pas c'est quoi toute l'histoire. Mais là, j'ai gagné pour le tome 5. J'étais bien contente. Okay. J'ai gagné un prix aussi à Trois-Rivières, au Salon du Livre. Okay. Mais non, j'étais en nomination pour plein d'affaires, y compris en France, le prix Merlin, tout ça, puis pas gagné. Ça a jamais cliqué. Est-ce que... Mais j'ai compris depuis le temps que c'est pas juste ton talent, c'est aussi un petit peu politique. Moi, mais ça, tous les prix, malheureusement, c'est ça, oui, hein, je veux pas. Mais je m'en fais plus avec ça. Mais c'est quand même la reconnaissance, quelque part, même si tu gagnes pas un prix puis que tu as eu une nomination. Ben, moi, ma reconnaissance, là, c'est les gens qui viennent me voir au Salon du Livre. Ça, c'est ma vraie reconnaissance. Ça, pour moi, c'est vrai. T'sais, les gens qui me disent, madame, vous m'avez sauvé la vie avec vos livres, ça me touche. Vous m'avez aidé à passer au travers de ma maladie, ça me touche beaucoup. Puis j'en ai fait, tu peux même pas imaginer tout ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai reçu un téléphone d'une dame qui m'a dit, mon mari, qui est un ancien policier, est en train de mourir. Puis j'avais pas fini le tome 12 à ce moment-là. Tu sais, des chevaliers. Ouais. Elle me dit, est-ce que vous nous le passeriez? Ben, je dis, il n'est même pas écrit, madame. J'ai même pas le manuscrit, mais ce que je vais faire, je vais venir y raconter. Et je me suis rendue chez le policier, qui était vraiment l'ombre de lui-même. Ça, c'était le mercredi soir. J'ai raconté l'histoire. Il s'endormait des petits bouts, j'attendais qu'il revienne, tu sais. Puis j'ai raconté toute l'histoire que j'allais écrire pour le 12. Il est mort la fin de semaine d'après. Et sa femme m'a rappelé me dire, il me dit avec un grand sourire, je m'en vais rejoindre Voiland sur les grandes plaines de lumière. C'est adorable, ça. Tu sais, c'est des choses, pour moi, qui me touchent beaucoup plus, là. C'est sûr que c'est le fun des prix, là, mais tu sais... Mais ça revient à ce que je te disais, je pense qu'on a parlé dans la première partie, puis je le disais aussi en deuxième. T'as des gens qui vont décliquer des personnes qui les mettent aux places où est-ce qu'ils sont. Toi, t'as jamais laissé aller tes fans. Ils ont toujours été plus importants qu'autre chose. Puis moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné avec toi. C'est t'es toujours resté terre à terre, puis t'es toujours resté près de ton monde, puis t'es toujours resté à l'écoute de ton monde. Puis d'ailleurs, je pense qu'avec les réseaux sociaux, tu communiques beaucoup avec les gens. Donc, tu sais, il y a ce lien-là qui est incroyable, puis c'est merveilleux, ça. Oui, puis tu vois, tu me demandais, le confinement, c'est dur pour moi. Le bout qui est dur, là, c'est de manquer le Salon du Livre de Québec, de manquer toutes les conférences que j'étais supposée faire, tu sais. Ça, je trouve ça dur. De voir ses fans. Je verrai pas mes fans, tu sais. C'est comme je verrai pas ma famille, tu sais. C'est la même chose. Hey, pour finir, si je te disais, tu aurais des trucs à donner à des gens qui veulent commencer à écrire ou à essayer de devenir des futurs Anne Robillard, ce serait quoi? Faudrait que ça soit pour eux autres une drogue. Écrire juste pour... J'ai rencontré beaucoup de gens écrire juste pour faire de l'argent, oubliez ça. Tu sais, ça prend énormément d'années avant de faire des sous avec ça, là. Il faut que ça soit une drogue. Il faut que ça soit quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on ait des idées originales aussi. Tu sais, ceux qui racontent l'histoire d'un autre sorcier d'une autre école, oubliez ça, là, ça se vendra pas. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a jamais lu, puis quelque chose que les gens vont triper. Il faut que ça soit bien travaillé. C'est pas n'importe qui peut écrire non plus. Il faut apprendre à écrire. Je veux pas pousser tout le monde dans les écoles, mais oui, il faut apprendre à écrire. Il y a un paquet de trucs qu'on sait pas, qu'on n'a pas dans le grammaire non plus. Fait, apprenez à écrire. Développez votre propre intelligence, vos propres inspirations. Imitez pas les autres. Il y a une loi qui s'appelle la loi sur les droits d'auteur qui va vous rabaisser le caquet assez vite, là. Tu sais, on n'a pas le droit d'imiter les autres auteurs. Il faut y croire. Moi, je pratiquais déjà la théorie du secret, tu sais, le livre du secret, avant qu'il sorte. J'ai jamais arrêté de croire une seule seconde que j'allais être publiée.
Oui, ça a pris du temps. Puis quand je dis ça en conférence, que ça m'a pris 27 ans avant d'être publié, tu sais, tous les petits jeunes qui ont 15-16 ans, ils disent « Hein, pour eux autres, c'est une éternité, là. Ouais. » Mais c'est ça que ça prend des fois. Puis si c'est ça que tu veux vraiment faire dans la vie, c'est même pas long, 27 ans, là. Quand c'est ça que tu veux vraiment faire, parce que tu as fini par te rendre où tu voulais aller. Ouais. C'est pas, comment ils appellent en anglais, un quick fix. T'écris pas un livre, puis pouf, t'es une vedette. Ça marche pas comme ça. Il y a énormément de travail à faire, puis il faut vouloir le faire. Il faut que ça soit... Je veux pas rien faire d'autre que ça dans la vie, là. Mhm. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été secrétaire juridique pour pouvoir avoir une maison, un toit, puis manger, mais c'était pas ça mon but. C'était juste pour survivre ce bout-là. C'est ce que je voulais, moi, c'est devenir un auteur. Il faut le vouloir, il faut y croire. Il faut être discipliné. Anne, merci d'être Anne Robillard. Oh mon Dieu, j'aime ça me faire dire ça, t'es fin. Et puis, un gros merci de m'avoir accordé cette magnifique entrevue. Toujours un plaisir de parler avec toi. Et tu n'hésites pas, s'il y a quelque chose que tu as le goût de dire au monde, on est toujours présent, tu le sais. Nous autres aussi, on continue à produire, on n'arrête pas. Même quand on n'est pas au 100% de notre forme, on est toujours au rendez-vous. Et puis, encore une fois, un gros merci de ta C'est bien que je vais te faire signe, c'est quelque chose de nouveau. J'espère. Anne Robillard, un gros merci. Je t'embrasse fort et puis on se dit à une prochaine fois. À la prochaine, certain. Merci. Merci. Bye-bye. Bye. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.